Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, l'Afrique est au centre de tous les défis et des ambitions. Le monde entier cherche à dépasser la crise économique qui a résulté de la pandémie de la Covid-19 et également de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'en est-il alors de l'Afrique? Quelle relance économique et quels moyens sont à la disposition du continent pour entériner son développement? Ce soir, nous recevons M. Zakaria Fahim, président de Hub Africa, la plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors pour commencer, le continent africain a fêté le 25 mai sa journée mondiale. Quel constat faire aujourd'hui du développement en Afrique? Je pense ce qui est important, et ça c'est universel, la pandémie a un peu arrêté l'élan sur lequel était l'Afrique. Il y a eu effectivement un arrêt sur image très important. C'est vrai que sur la partie, on va dire, santé, l'Afrique a été celle qui a eu le moins de personnes touchées, on va dire, physiquement. Donc, le taux de mortalité est parmi les plus faibles aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que le fait que nous ayons un continent qui continue à travailler avec les aides internationales, aujourd'hui subit ce contre-coup de la crise que vivent maintenant les pays partenaires qui sont souvent par terre. On y viendra tout à l'heure, l'Ukraine est venue donner encore un autre coup de massue, et l'Afrique a, je pense, du mal à trouver les bons relais, et c'est là où ce qui a été imaginé il y a quelques années d'avoir un ensemble où on va mutualiser, donc la ZLECA qui est en train de se mettre en marche doit pouvoir donner des éléments de réponse pour que effectivement les pays les plus fragiles puissent être soutenus par les autres, et qu'on puisse effectivement mettre en place les forces des uns en appui de ce qui est aujourd'hui manquant dans certains pays. Donc je pense que le Covid doit accélérer et donner encore plus de sens à cette nécessité de travailler ensemble et de collaborer ensemble. Alors, on le disait à l'instant, le monde a été confronté à une crise économique à cause de la pandémie et qui s'est aggravée avec la guerre en Ukraine. Comment cette crise se ressent-elle en Afrique? Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que là aussi, lorsque les Nations Unies ont voté la résolution contre l'Ukraine, 20 pays africains se sont abstenus, dans le Maroc, pour bien montrer qu'il y a aujourd'hui un regard et une distance à prendre pour l'Afrique, pour là aussi, tout en restant dans le jeu des nations, préserver ses intérêts. Beaucoup de pays, notamment d'Afrique du Nord, dépendent des importations de la Russie et de l'Ukraine, notamment sur la partie blé. On le voit, les matières premières ont flambé. Beaucoup de matières de première nécessité ont vu leur prix avec une croissance à 2 chiffres. Donc il y a un vrai enjeu. Le blé, on parle d'un minimum de 30%, et ça c'était une donnée au 15 mars. Donc je pense que les chiffres risquent encore d'augmenter si effectivement on ne trouve pas une réponse rapide à cette guerre. Et l'enjeu, et c'est beaucoup d'organisations internationales qui lancent un peu ce cri, c'est qu'il y a un risque important en termes de sécurité alimentaire et de déficit alimentaire dans beaucoup de pays africains. Et c'est pour ça qu'il y a eu certainement une abstention pour rester, comme je disais tout à l'heure, en bonne posture pour pouvoir effectivement sécuriser nos populations. Alors, au vu des difficultés économiques observées à cause de la crise, quelle relance pourrait être celle du continent et comment l'Afrique doit-elle penser son développement? Je pense que heureusement que l'Afrique n'a pas attendu pour comprendre que pour être un acteur global en tant que continent, il fallait se préparer. Donc je pense que ce qui a été décidé avec la ZLECA qui entre en vigueur donne
une bonne orientation et répond à ce type de questionnement, c'est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la mutualisation, parce que les matières premières prennent aujourd'hui une valeur importante, mais ce n'est pas toujours les matières premières qu'on a chez nous sur le continent. Et donc là, on a un peu la double peine. L'énergie, quand on voit que des pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui est un exportateur, n'a pas la capacité de produire en interne, puisqu'effectivement, il importait du pétrole brut et le réimportait. Donc il y a vraiment, je pense, une prise de conscience qui avait démarré avec la mise en place de la ZLECA qui, on le sent maintenant, ne peut que s'accélérer pour effectivement permettre d'apporter des solutions, à l'instar de ce qu'a fait aujourd'hui le Maroc en allant vers une intégration industrielle beaucoup plus forte. On est à près de 47%, alors que d'autres pays sont encore à des taux très faibles, 10, 20, voire même moins. Donc il y a une prise de conscience et je dirais quelques pays qui donnent l'exemple pour pouvoir effectivement drainer, accompagner. Et je pense qu'on est très bien placé aujourd'hui avec la position que nous avons prise en tant que Maroc pour Hub de l'Afrique subsaharienne, de drainer les investissements, que ce soit américains avec les accords que nous avons passés dernièrement, ou l'Angleterre qui a choisi le Maroc comme seule porte d'entrée de l'Afrique francophone. Donc il y a, je pense, des opportunités, mais aussi une responsabilité pour le Maroc de pouvoir effectivement servir l'Afrique subsaharienne et apporter ces investissements internationaux implémentés chez nous, et notamment nos investissements aussi cette, dans le cadre de la coopération sud-sud, je dirais, ces valeurs ajoutées, cette expertise reconnue aujourd'hui du Maroc, notamment, on l'a vu sur les métiers mondiaux, que ce soit l'industrie automobile qui est devenue une success story, que ce soit aussi dans la partie agro-business. Donc on a des réels faits d'armes qu'il est maintenant important. Et bien sûr, le secteur financier, je l'avais dit tout à l'heure, les télécoms. Vous savez que l'Union internationale des télécoms disait encore à travers son secrétariat que si on intègre aujourd'hui qu'on appelle ça, la contribution économique du haut débit, notamment, et de la numérisation et des TIC, si on l'augmentait que de 10% aujourd'hui avec une pénétration du mobile en Afrique, on augmentait de 2,5 le PIB. Donc il y a vraiment un enjeu important d'accélérer je dirais, ce défi technologique qui va permettre de déconcentrer certaines régions, de connecter des régions excentrées et bien sûr d'apporter du savoir, apporter de l'expertise, mais aussi de la vie à travers des emplois. Alors, en parallèle, un des défis majeurs pour l'Afrique est de pouvoir maîtriser les effets du changement climatique et de réfléchir à la bonne manière de générer un développement alliant de pair avec une réflexion qui épouse les préceptes de la sauvegarde de l'environnement. Où en est-on dans ce domaine ? Donc là, c'est clair que c'est, je pense, un des gros warnings. Il ne faut pas oublier, l'économie africaine, c'est 90% d'informel, on le voit maintenant avec la pénurie du blé. Donc certains pays, les petits fermiers vont couper du bois pour pouvoir le revendre au détriment effectivement de la protection de l'environnement à moyen et long terme. Donc il y a une course à apporter des réponses, je dirais, ici et maintenant, pour permettre à ces personnes de dépasser cette pandémie. Mais il est certain, et on l'a vu quand le Maroc a hosté la COP22, que le développement durable n'est pas une contrainte, mais c'est une méga opportunité. J'étais encore hier avec le patron de la coalition au niveau du Maroc sur la partie développement durable. Il y a beaucoup d'opportunités et le Maroc est en train de pousser ces écosystèmes pour pouvoir effectivement apporter de l'emploi. On parle rien que pour le Maroc de 60 000 emplois, donc c'est quand même énorme. Donc il y a une réelle opportunité business
une nécessité aujourd'hui pour préserver notre planète, de faire en sorte que les gestes de bon sens, de respect de la nature, qui intègrent le développement durable, notamment de ne pas aller sur le digital alors qu'on peut interpeller son collègue à 2 mètres, que le digital, effectivement, est une solution, mais peut être aussi un accélérateur de pollution quand on l'utilise mal. Donc ça aussi, je pense qu'il y a un défi important en termes d'éducation, donc de rappeler au niveau de l'école des gestes barrières, d'inciter nos jeunes à ne pas réfléchir uniquement sur les métiers traditionnels, je vais être pilote, je vais être ingénieur, mais rappeler tous les nouveaux métiers, et qu'on soit technicien, ouvrier ou ingénieur sur cette problématique de respect de la nature. Il y a un enjeu important et un enjeu extraordinaire pour créer de nouveaux emplois, puisque tout le monde le sait, le Maroc, l'Afrique est le premier réservoir en terre arable. On va avoir une population qui va doubler à 2 milliards d'ici 2035. Donc, tous les leviers pour devenir un acteur majeur dans cette problématique, puisqu'on a le soleil, on a le vent, on est le plus servi parmi les autres continents. Maintenant, c'est accompagner, former, donner envie. Et ça, je pense, ça doit se faire à travers des législations qu'on commence à déployer dans certains pays. Le Maroc fait sa part, puisqu'il est parmi les premiers pays qui respectent les ODD des Nations Unies. Donc, continuons à donner l'exemple et apportons notre contribution. Alors justement, pour cette relance, l'Afrique a besoin d'argent, de moyens pour accompagner ses projets de développement. Quels nouveaux outils financiers pour atteindre ce développement escompté ? Il n'y a pas de secret. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur les starting blocks, qu'on n'avance pas avec cette pandémie, c'est que malheureusement, l'Afrique a toujours mis son destin entre les mains de l'aide internationale qui, comme j'ai dit en introduction, maintenant est en panne, puisque les pays donateurs sont malades et certains très malades. Donc on ne peut compter que sur nous, et je crois qu'un des gros leviers, c'est effectivement rétablir la confiance en faisant en sorte qu'on ait une fiscalité qui incite à aller vers les investissements productifs et non pas non productifs. Je crois beaucoup dans les financements alternatifs tels que le crowdfunding et le business angel, puisqu'ils permettent de financer des projets de proximité. Là aussi, un des enjeux sur lesquels on n'a pas beaucoup suffisamment à l'échelle continentale travaillé, c'est les PPP, les partenariats publics-privés, qui peuvent être aujourd'hui des financements très puissants, puisque nos PME, nos entrepreneurs sont souvent ont un déficit de cash, ne pourront pas investir dans le dur, mais en l'expertise et en la capacité d'aller déployer leur énergie pour créer de la valeur. Donc je pense qu'on peut monter des partenariats intelligents. Et il ne faut pas oublier, dans le financement, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le know-how. Et là, il faut qu'on aille chercher cette diaspora qui, grâce au digital, a compris qu'elle peut servir le continent tout en restant en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, et être acteur du développement du continent dans ce nouvelle ère qui est, je dirais, ce qu'on appelle le New Deal, le New Business, avec un Covid qui est parti pour durer. Et là, il y a cette manne qu'on n'utilise pas suffisamment pour qu'effectivement, chacun d'entre nous puisse apporter sa contribution et ne pas attendre, là aussi, que les gouvernants, qui sont souvent asphyxiés, parce qu'on l'a vu, le Covid a nécessité d'aller creuser les déficits budgétaires et faire en sorte qu'on s'endette pour les générations à venir. Maintenant, il faut arrêter l'hémorragie et aller chercher l'argent là où il est, chez ceux qui travaillent, ceux qui ont épargné, et les inciter par des mesures encourageantes, notamment fiscales, mais surtout donner du sens pour qu'ils mettent l'argent dans des projets de proximité, des projets qui vont faire émerger, j'espère, de belles licornes, parce qu'on a les talents,
On a les idées maintenant, il est important de connecter ceux qui font, je dirais, qui vont faire l'Afrique de demain avec ceux qui ont l'argent. Et c'est cette bonne connexion qui aujourd'hui tourne un peu dans le vide, qu'il va falloir un peu accélérer et huiler. Alors, vous venez de dire que l'Afrique a le talent et les idées, mais l'Afrique reste en deçà des besoins en infrastructures comparés aux autres continents. Hormis quelques pays, beaucoup de choses manquent en Afrique, routes, hôpitaux, aéroports. Comment ce manque en infrastructures retarde le développement dans le continent ? C'est clair qu'on a eu beaucoup d'États qui se sont beaucoup cachés derrière les colonisations, mais 60 ans, 70 ans, tout le monde ne peut plus continuer à se cacher derrière le colonisateur. Il y a une vraie responsabilité des États. On le voit, les citoyens sont plus exigeants et il y a de la reddition, il y a la gouvernance qui est en train de s'améliorer. Et c'est je pense, cette combinaison aujourd'hui, amélioration de la gouvernance, responsabilisation. Vous voyez, le Maroc, avec sa nouvelle charte d'investissement, veut faire en sorte que l'investissement privé soit les 2/3 et l'investissement public soit le 1/3. Donc, cette dynamique que lancent certains pays et que lance le Maroc, il faut maintenant qu'on l'ait à l'échelle internationale pour pouvoir effectivement réussir dans l'infrastructure. Il va falloir effectivement qu'on y aille un peu avec cette logique, je dirais, de pas à pas et de l'ego. Et je crois beaucoup à l'importance de la mise en place du Small Business Act pour l'Afrique, qui va permettre de faire une open innovation pertinente, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller, on le dit toujours, le citoyen ne mange pas une route, ne mange pas mais il en a besoin parce que ça fluidifie les échanges, ça réduit les coûts de transport et donc in fine les produits. Mais ces produits structurants qui sont macro, il faut les jumeler avec des produits micro, et c'est là où ce que nous avons fait par exemple sur l'auto-entrepreneur, le déployer, permettre à des jeunes et moins jeunes qui créent une entreprise tout de suite d'avoir des marchés sécurisés. Donc le Small Business Act prévoit des marchés de 20 à 30% publics. Donc c'est cette dynamique qui va permettre effectivement, on va le voir dans pas mal de pays, l'infrastructure, c'est les grands projets, mais c'est aussi les dispensaires, c'est aussi les crèches, c'est aussi les petites écoles. Donc on doit arrêter de réfléchir infrastructure, toujours grand projet. Il faut aussi réfléchir projet d'infrastructure de proximité. Maintenant, avec la télémédecine, on peut, dans des villages reculés, lancer des projets à taille humaine et aider des médecins qui veulent rester dans le monde rural, d'avoir accès à la technologie, d'avoir accès à des grands médecins et de pouvoir échanger. Donc, c'est ce nouveau mindset. On doit réfléchir immatériel au service du matériel et pas l'inverse. Et là, on le voit toujours, on va créer des grands bâtiments et on oublie de mettre de l'humain, on oublie de mettre de l'immatériel. Et après, on dit, mais pourquoi ça ne tourne pas ? Ça ne tourne pas parce qu'on a oublié que c'est l'humain qui crée de la valeur et pas l'inverse. Et je crois que c'est une des clés sur lesquelles l'Afrique doit travailler aujourd'hui, remettre l'humain au centre et considérer que l'infrastructure n'est pas une fin en soi, mais est un moyen. Que si on n'arrive pas à développer l'intelligence collective, à confirmer que ce qu'on met aujourd'hui, même si on ne le récupère pas immédiatement, c'est un investissement et ce n'est pas perdu, on aura du mal à capter aujourd'hui des compétences et donner envie à des investisseurs de venir, même si effectivement ils sont à l'affût, mais on le voit, les Chinois prennent là où il y a de la matière première, les Européens sur certains produits, on le voit aussi sur l'énergie, mais nous devons prendre notre destin en main et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la taille critique. Et pour avoir la taille critique, il faut s'associer. Alors, Zakaria Fahim, penchons-nous à présent sur le transfert de la technologie et plus précisément les nouvelles technologies de l'information qui ont conquis tous les secteurs et s'érigent en outil indispensable dans la gestion des projets. L'Afrique marque un grand retard à ce sujet. Que faut-il faire pour réduire le fossé qui nous sépare des autres continents ? En termes de technologie, ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique l'a déjà démontré. Elle a fait un vrai pas de géant, notamment un leapfrog très intéressant sur le mobile. On est passé
des cabines téléphoniques et même voire parfois pas de cabine, pas de téléphone au mobile. On est numéro 1 mondial dans le mobile paiement grâce au Kenya. Et c'est aujourd'hui un service les gens viennent apprendre un peu comment ça se passe et ça se déploie dans beaucoup d'autres pays. Donc en termes de transfert de technologie, il faut savoir que le Covid a accéléré le hub technologique. On était 400, on est 400 maintenant. En 2 ans, on a eu plus de 140 hubs technologiques qui travaillent sur cette problématique numérique. Donc il y a une volonté, il y a, je dirais, une nécessité qui a été appréhendée par nos gouvernants. Maintenant, c'est comment, là aussi, faire des vraies coalitions. Nous, on prend le cas au Maroc quand on a voulu accompagner le push du digital chez les entrepreneurs, notamment les auto-entrepreneurs. Quand on a créé l'Union des auto-entrepreneurs, on a fait une coalition avec des entreprises technologiques pour apporter le digital parce qu'il est vraiment levier pour tuer le principal ennemi d'un entrepreneur, c'est l'isolement, puisqu'il vous met en réseau. Et on a créé une plateforme qui s'appelle DatiConnect qui apporte de l'information et surtout de l'accès au marché. Donc c'est vraiment ce retard, c'est un fait, puisqu'effectivement on est en train de commencer à réfléchir, à mettre de la R&D sur l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui un des centres d'excellence qui ont été classés parmi les 10 centres de connaissances à Ben Guerir. Donc il y a vraiment des choses qui se passent sur le continent. Maintenant, c'est le faire savoir et travailler ensemble pour que ces retards que nous avons pris, parce que quand vous regardez beaucoup de pays, vous avez des écoles de classe mondiale, puis après vous avez, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas accès à des choses de base, qui ne peuvent pas avoir accès à Internet dans des régions. Et c'est pour ça que cette nécessité de travailler en étoile, de travailler en commun, de faire en sorte que l'Union africaine donne une trajectoire, lance des prérogatives fortes sur le digital, et c'est un des volets. L'ADN de beaucoup de projets, notamment doit être digital, va nous permettre effectivement de réduire cette fracture et faire en sorte que le XXIe siècle ne soit pas encore un siècle où on est toujours dans une salle d'attente ou en train des suiveurs. Donc je pense qu'on a les moyens d'être suivis. Maintenant, on doit accélérer le pas et donner de la visibilité. On a quelques licornes. Maintenant, il faut vraiment connecter ce que j'étais à l'heure, la diaspora qui a cette connaissance, qui veut faire du give back, et tous ses concitoyens, ces jeunes et moins jeunes qui entreprennent sur le continent pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Alors, une des richesses de l'Afrique est sa jeunesse. Vous êtes vous-même président du Centre des jeunes dirigeants. Quelle capitalisation les gouvernements Alors, quelle capitalisation les gouvernements font-ils des ressources humaines dont dispose le continent ? Vous savez, c'est un peu comme le foot. Tout le monde aime le foot, tout le monde parle des jeunes, mais concrètement, on a beaucoup de jeunes qui dévissent au niveau de l'école. Rien qu'au Maroc, on parle de 300 000 jeunes par an. Donc, c'est un super capital, mais ça peut être aussi une bombe à retardement. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de tout de suite en amont accompagner sur des métiers de proximité, valoriser des métiers qu'on avait oubliés, parce que maintenant, les nouvelles technologies, on peut faire du coding, faire des métiers très ouverts, donc des métiers, on va dire, dans ce nouveau monde du XXe siècle, mais qui ne nécessitent pas une grande expertise, qui nécessitent de la passion, qui nécessitent de la volonté. Donc vraiment, on a des jeunes talentueux qui ne nous ont pas attendus. Maintenant, on doit mettre sur la table et accepter, comme je disais tout à l'heure, de le réserver, notamment grâce, j'espère, au lancement rapide du Small Business Act sur le continent, cette possibilité de leur réserver des marchés. Et un point aussi, peut-être qui est important, si on veut que l'Afrique aujourd'hui puisse travailler sereinement et profiter de ses talents, il faut qu'on accélère ce que j'appelle le visa, le no-visa pour les entrepreneurs et le no-visa pour les talents. Vous savez que l'Europe, quand elle a eu besoin de talents en IT, elle a créé des fast-track, et en moins de 2-3 mois, on peut
débaucher un jeune du continent sur Internet à un entretien Skype sur LinkedIn et il devient salarié d'une boîte européenne ou asiatique. Il faut qu'on puisse faire la même chose. Il faut qu'on se batte avec les mêmes armes et on est capable de le faire. Maintenant, chacun doit faire sa part. Le privé doit entreprendre, donner le temps, et le public doit être un petit peu un facilitateur du cadre juridique et donner de la visibilité pour que, enfin, on ait une confiance qui ne soit pas uniquement un mot du dictionnaire, mais une réalité sur le terrain. Eh bien, merci Zakaria Fahim pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de Hub Africa. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission, l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médien TV.